Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, Jean-Robin, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois. Donc, je vais faire un petit point sur l'état de la dissidence. Je ne sais pas si je serai amené à le refaire à l'avenir, mais mon livre, Les 20 ans de la dissidence, étant sorti maintenant il y a 2 mois, que vous voyez ici, et vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans le lien qui est en description de cette chaîne, sur lequel vous trouverez d'ailleurs mes autres livres, dont celui qui vient de ressortir, La Judéomanie, pour le 20e anniversaire, avec une postface. C'est le livre exact, et avec en plus une postface que j'ai écrit avec les 20 ans de recul qu'on a. Donc vous avez le lien dans la description, y compris si vous voulez me soutenir avec mon Patreon. Et monter en compétence, vous aurez accès à 5 ans d'enquête sur la Chine communiste, en lien avec la France et le reste du monde. Donc, la dissidence continue, même si moi j'ai arrêté, évidemment, le livre pour les 20 ans. Et eux, ils ne s'arrêtent pas, donc ce qui va être intéressant de faire le point là, sur ce qui s'est passé, disons, ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et ils ne chôment pas, ces fameux dissidents. Moi, le premier, d'ailleurs, si vous avez suivi un peu ce qui m'est arrivé ces derniers jours, j'ai débattu avec des athées, avec un catholique, je débattrai bientôt avec un juif orthodoxe, normalement, parce qu'il m'a contacté, il m'a demandé, je trouvais ça intéressant, un calviniste face à un juif orthodoxe, ça va être très intéressant. Donc, voilà un peu ce dont on va parler, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je commence à tout seigneur, tout honneur par Julien Rochdy, puisque j'ai écrit dans mon livre que c'était celui dans lequel j'avais le plus espoir pour emmener la dissidence dans de nouveaux horizons, voilà, dans de nouvelles aventures, plus constructives que la première dissidence de Soral. Hein. Donc lui, il est sorti de ce piège soralien, comme il l'a expliqué lui-même, et là, il va vers d'autres thèmes, d'autres actions. Alors ici, il faut savoir qu'il se rapproche, ou qu'il est proche, je ne sais pas s'il s'est rapproché, mais il est proche de la sphère Bolloré, JDD, CNews où il vient de passer. Donc c'est là où voilà, je mets. Mais dans le temps du Centaure, je coupe le son, mais donc il vient de sortir un nouveau livre, Le temps du Centaure, que je n'ai pas lu. Il m'a dit qu'il lirait mes 20 ans de la dissidence, mais je ne sais pas s'il l'a fait. Et simplement, je trouve, alors évidemment, il a besoin de visibilité. Moi-même, si j'étais invité à CNews, je ne sais pas si j'y passerais, vu le niveau de cette chaîne en termes de propagande pro-russe et avec tout ce qui s'est passé avec Morandini, etc. Mais lui a choisi donc d'en profiter, d'y passer. Donc il fait partie, en tant qu'identitaire et pro-catholique, on va dire, des gens qui sont en bons termes avec CNews, avec Bolloré, avec le JDD. Et donc il a publié un article sur le JDD. Là, il est interviewé sur CNews, qui lui permet de vendre des livres et de maintenir un niveau de connaissance et de reconnaissance dans le grand public. Il a bien raison à ce niveau-là. Après, moi, au niveau moral, je pense, en réfléchissant, que je ne pourrais pas passer sur CNews. C'est une chaîne qui a trop fait de mal à la vraie droite et à la France, puisqu'elle offre le cadeau du réel à la gauche, qui peut traiter la droite en France de fasciste, hein, puisque soutenir ouvertement Poutine, qui détruit l'Ukraine, c'est une critique légitime, avec Ksenia Fedorova, etc. Alors, bon, je sais que c'est critiquable ce que je suis en train de dire, et je ne suis pas en train de dire non plus que Julien Rochdy est poutiniste, puisque justement, là aussi, il a pris ses distances avec une lecture plutôt pro-russe qu'il avait avant, et tant mieux, mais là, du coup, on ne comprend pas trop. Bon, il favorise le pragmatisme à la théorie, et c'est très bien. Après, le pragmatisme a des limites quand on donne le flanc à l'ennemi, et c'est le problème de l'identitarisme aussi, qui donne le flanc à l'antiracisme. Bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Julien Rochdy, mais il continue de faire parler de lui, et en tout cas, il évolue mieux que les Papacito et les Baptiste Marchais, comme on va le voir. Donc, je continue à avoir de l'espoir dans son évolution, même si là, bon, voilà, c'est pas, à mon avis, sur ma ligne, mais c'est son choix et c'est son droit. Ensuite, on a effectivement Papacito, je vous en parlais. Là, c'est Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt qui vous en parle.
Pardon, il y a 3 jours, l'influenceur d'extrême droite Hugo Jiménez, alias Papacito, a annoncé sur Instagram avoir initié une procédure d'abandon de sa nationalité française. Allons bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La raison, il ne se reconnaît plus dans cette république maçonnique d'inspiration luciférienne. Bon. Donc là, on a le message de Papacito. Madame, monsieur, j'ai l'extrême et inconsolable tristesse de vous faire parvenir ce courrier afin d'initier une procédure d'abandon de nationalité française. En effet, il se trouve que mon passeport actuel, le passeport qui atteste de ma nationalité aux yeux du monde, accole perfidement et de surcroît en lettres d'or sur fond lit de vin République française. Il stipule donc fallacieusement que la France serait une vulgaire république maçonnique et non point le puissant royaume franc par lequel elle fut fondée. Un royaume de volonté et de droit divin fut tout entier voué à servir la sainteté du Christ depuis le baptême de notre prime souverain Clodovicus Ier Anno Dominici 400. Donc, tout ça est ridicule. La République française, elle n'est pas République française depuis un mois, un an, ni même 10 ans que Papacito s'exprime dans l'espace public. Mais là, il a une prise de conscience, il est en Espagne, et donc, il ne veut plus rien avoir avec la France. Plus rien avoir à faire avec la France, bah c'est son droit, mais franchement, il ne va pas nous manquer avec ce genre de délire. C'est vraiment la chute. Je ne pensais pas qu'il en arriverait là. Dans mon livre, j'explique bien qu'il était pas mal parti au départ. Il était plutôt pro-protestant, enfin, il ne crachait pas sur les protestants, tout en étant catholique, et il ne crachait pas sur l'Occident. Là, bon, c'est devenu n'importe quoi, renier sa nationalité. Donc, ce n'était pas un patriote. Voilà ce qu'on sait maintenant. Quand on crache sur sa nationalité, parce que c'est la République française, il y a bien la République américaine, et alors, quel est le problème? Bon, l'Espagne est certes une... Alors lui, il vit en Espagne, hein, donc maintenant il est expatrié, et bientôt, il aura réémigré de lui-même. Alors du coup, comme il n'a pas réussi à faire réémigrer des gens qu'il n'aime pas, du coup, c'est lui-même qui a réémigré, et l'Espagne, c'est vraiment pas un modèle, c'est socialiste au possible, c'est certes une monarchie, mais il se complaise dans une haine d'Israël, lui qui apprécie plutôt Israël, comme il l'avait dit chez Tepa en 2014, je crois. Donc bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens, sauf que, voilà, du groupe de virilistes et de masculinistes qui étaient Rochdy, Papacito et Marchais, comme on va le voir, Marchais est en train de péter un câble aussi, lui qui est parti au Texas, et donc il reste que Rochdy, quoi, si je comprends bien. Alors, Greg, notre ami Greg Tabibian, annonce son programme du mois à venir, avec beaucoup de vidéos à venir. Lundi 15 juin, tier list des insultes de Macron avec Alexis Poulain, donc toujours ces mêmes intervenants qu'on voit partout, et qui sont ultra pro-russes. Hein. Alexis Poulain était au Bolchoï. Comment fabriquer les complotistes, les intouchables du service public avec Éric Morillo. Donc ça, c'est pour maintenir des bons termes avec ceux qui peuvent l'inviter, et qui font de l'audience. Le vrai visage de Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Est-ce qu'il va nous ressortir l'histoire de Soral et de Borowski sur Brigitte Macron est un homme? Franchement, j'espère pas. Rencontre avec Jacques Trorial, je sais pas qui c'est. Comment les élites ont pris le pouvoir. Analyse de la pensée de Christopher Lasch. Ça, c'est un des intellectuels favoris de Soral. Il en a toujours parlé en bien. Et c'est un communiste, mais ça vous étonnera pas. Lundi 29, l'état de droit est-il une arnaque avec Pierre Gentillet, autre personnalité proche de la Russie, voilà, comme Alexis Poulain, qui fait partie du dialogue franco-russe, etc. Donc ça commence à devenir une obsession chez certains. Rencontre avec l'ancien conseiller de François Hollande et de Macron. Silence complice, reportage sur la pédocriminalité. Ah, pourtant Greg n'a jamais parlé de mon livre La véritable affaire Matzneff, qui est le seul livre qui a enquêté sur les 650 personnalités françaises citées dans les journaux intimes de Matzneff. Donc là, on se demande bien pourquoi. Ensuite, c'est quoi être une femme avec Marie-Jo Bonnet, je ne connais pas. Les vrais pouvoirs du président avec Pierre Gentillet, encore une fois. Oui. Alors moi, j'ai commenté ça. Poulain, Gentillet, ok, why not? On les entend déjà partout sur tous les sujets possibles et imaginables, y compris la Russie. Par contre, Robin, lui, il n'a pas le droit d'informer le public de Greg. Voilà, j'ai reformulé un peu ce que j'écris dans mon livre au sujet des souverainistes en général et de Greg Tabibian en particulier. Au coin, bonnet d'âne pour avoir révélé des centaines d'infos sur les rapports incestueux de l'oligarchie avec la Chine communiste que les invités de Greg passent systématiquement sous silence depuis 6 ans. Et oui, c'est ça
C'est ça ce qu'il faut constater. Le hasard fait bien les choses. Après combien d'années pourra-t-on dire que tu le fais exprès? Parce qu'on a toujours été sincères et francs entre nous. Moi, 6 ans, ça me paraît pas mal. Hein. Ça fait 6 ans qu'il tourne la tête ailleurs. On peut se demander pourquoi, vu que tu me connais, tu connais mes thèses, on a parlé plusieurs fois ensemble de façon courtoise et civilisée, tu as même fait un clin d'œil à tout mon travail dans un de tes sketchs, donc on ne peut pas t'accuser de méconnaître mon travail. J'en déduis donc que c'est volontaire de ta part pour ne pas t'aliéner ton public, dont tu estimes, à tort à mon avis, qu'il veut écouter ce à quoi il est habitué, plutôt que de découvrir la part de vérité que je révèle et qui ne va pas dans le sens que tes invités servent habituellement. Voilà, donc là, on a un problème de bulle informationnelle que nourrit la dissidence en général et Greg Tabibian en particulier. Ne pas t'aliéner tes invités habituels non plus, qui te reprocheraient, à tort à mon avis, de m'avoir donné la parole, me permettant de diffuser des thèses contraires aux leurs et ainsi montrer qu'ils peuvent peut-être se tromper. Ah là là. Et non, ça, il faut surtout pas réfléchir comme ça. Mais alors, en quoi est-ce que Greg Tabibian est différent de TF1, BFM TV ou Radio Nova, dont je suis exclu également? J'aurais pu citer tous les médias sans la moindre exception, puisque le dernier à m'avoir invité, c'était Sud Radio, et à l'été 2022, ils ont basculé complètement du côté russo-chinois et ils m'ont plus jamais invité. Sur qui peut-on compter en France pour que mes enquêtes factuelles puissent être portées à l'attention d'une partie du peuple, si tous ceux qui peuvent m'inviter se défilent au prétexte qu'ils n'ont pas obligation de me recevoir, ce qui est évident, mais ne change pas le fait qu'en 6 ans, on n'a toujours pas compris que la Chine est notre ennemi et pas notre ami, qu'elle nous a déclaré la guerre et qu'elle a tué plus de 100 000 Français, ça c'était le virus chinois, en s'appuyant sur une oligarchie collabo comme l'Allemagne nazie s'appuyait sur Vichy à l'époque pour imposer sa volonté à distance. Je rappelle que tous ces gens-là, les souverainistes donc, dénoncent l'Allemagne, souvent plus que n'importe quel autre pays, notamment Pierre-Yves Rougiron, sauf que l'Allemagne nazie actuelle, c'est pas l'Allemagne, c'est la Chine. Et ça, ils disent pas un mot là-dessus, voire ils sont proches d'elle, comme Pierre-Yves Rougiron. Je pense que ta conscience est de mon côté, mais attendras-tu 7 ans, 8 ans ou 10 ans encore avant qu'elle ne soit suffisamment puissante pour te faire agir comme il convient? Là, je parle de sa conscience. L'avenir le dira, un peu de courage Greg, c'est tout ce qu'il te manque, mais si tu m'invites, je promets de ne pas faire pipi partout et de me tenir correctement. Voilà, voilà. Donc, bon, ça c'est une petite... je sais pas. Ça me paraissait utile de lui rappeler, même s'il le sait très bien et qu'il vit très bien avec, ne vous inquiétez pas pour lui. Alors, quant à Myriam Palomba, que je cite dans mon livre parmi les femmes de la dissidence, eh bien, je l'ai soutenue en vidéo, vous avez peut-être vu ma vidéo sur cette chaîne, parce qu'elle a lancé une cagnotte et qu'elle s'est pris littéralement une volée de bois vert, toujours les mêmes, hein, les anti-complotistes, sur lesquels j'ai fait un livre d'ailleurs, qui a été censuré là aussi, ou passé, censuré à vide, on va dire, les délires des anti-complotistes. Et donc, mais pas que, vous avez aussi pas mal de gens dans la dissidence qui se sont réjouis que Myriam ait du mal financièrement, voilà, et qu'elle soit obligée de faire une cagnotte, et qui n'ont pas hésité à lui cracher dessus. Ben voilà, donc pas vraiment de solidarité au sein de la dissidence. Moi, j'ai quand même fait une vidéo pour la soutenir, et même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, évidemment, hein, on est d'accord surtout avec personne, y compris soi-même, puisqu'on change d'avis, je rappelle. Hein. Donc, j'ai trouvé ça courageux même de faire une cagnotte, parce que elle savait très bien que ça créerait un shitstorm. Je sais pas si elle pensait que ça prendrait autant d'ampleur, et voilà, j'ai trouvé que c'était la bonne chose à faire que de la soutenir à ce moment-là. Et j'espère qu'elle est sortie d'affaire. Parce que c'est quelqu'un de qualité, et là, en plus, on l'a vu, alors j'ai pas sélectionné l'extrait, mais je me permets d'en parler maintenant, on l'a vu sur TV Liberté face à Didier Raoult et à Christian Perron, et elle a dit un certain nombre de vérités à Raoult qui lui a pas plu du tout, Raoult l'a mal pris, l'a envoyé dans les cordes, c'est bien triste, mais c'est comme ça, ou en tout cas, peut-être elle est en train de réaliser qui est vraiment le professeur Raoult, que moi j'ai dénoncé dès 2020, juin 2020, quand j'ai découvert tout ça, toute sa complicité avec la Chine communiste, y compris pour la transmission du P4. En 2005, c'est le plus grand scandale sanitaire du siècle et il y a participé. Donc, tous les gens qui l'ont soutenu devraient le réaliser, mais ils sont trop pris souvent dans le prisme anti-américain, donc les Chinois n'y sont pour rien. Et donc, c'est Jean Robin qui est obsédé par la Chine, bien sûr. Mais du coup, il dédouane l'oligarchie qui a collaboré avec la Chine communiste au point de leur transférer le P4 alors que les États-Unis avaient refusé. Et donc, voilà, Myriam a rappelé justement que c'était bien un gain de fonction
ce virus, ce que Raoult a toujours nié, puisque lui, c'est sa ligne. Il faut nier ce fait-là auquel il a participé avec Mérieux, qui a été décoré de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Et les liens sont tellement évidents qu'ils crèvent les yeux. Et Raoult a tellement dit du bien de la Chine, il a même envoyé un tweet du Chinese Business Club où il était l'invité d'honneur pour dire aux soignants de se vacciner. Voilà, donc Myriam n'a pas rappelé ce point précis, mais a rappelé quand même qu'il avait vacciné Raoult. Et donc, je pense qu'il y a une petite prise de conscience chez ces gens-là qui se sont fait avoir par ce type, qui est un sale type, faut être bien clair, et qui est pédant, et qui est arrogant, et qui est insupportable, et qui est surtout proche de Macron et de Véran, qui lui ont rendu visite à l'IHU. Donc voilà, ils se sont fait avoir parce que en fait, ils sont tous proches de la Chine communiste et ils jouaient sur les deux tableaux, opposition contrôlée et oligarchie, pour que la résistance que j'incarnais soit mise de côté. Donc, je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour comprendre encore tout le process, mais à mon avis, ça progresse. Ensuite, je suis passé donc chez Melting Pot qui a fêté ses 1 an. Donc ça, c'est les nouveaux dans la dissidence. Voilà, Melting Pot, un identitaire, un peu moins bête que la moyenne, et même plus intelligent que la moyenne, avec lequel on s'entend bien, même si on n'est pas d'accord sur tout, là aussi, et qui m'a interviewé pour mon livre, et qui là m'a laissé monter avec Lorenzo Shimon, j'arrive jamais à dire son nom, et on a discuté près de 3 heures, c'était très sympa. Après, Lebras qui est arrivé, qui est un autre nouveau, mais lui beaucoup moins sympa, beaucoup plus agressif, et qui veut fonctionner par la provocation et par le manque d'écoute. Donc c'était moins, il était limite bourré d'ailleurs, comme il l'a reconnu. J'ai 4 grammes dans le sang, bon, 4 grammes d'alcool dans le sang. Mais en tout cas, cette émission était très sympa. Je vous invite à la regarder. Ça a duré non pas 24 heures en une fois, mais en 2 fois. Et donc, c'est une chaîne qui monte. Elle a plus de 8000 abonnés maintenant. Il passe chez Cro-Blanc et son émission des Newsers. Donc, il commence à prendre de l'importance. Et je pense qu'il a de l'avenir parce qu'il est bon et il s'améliore. Il fait des lives tous les jours, presque. Oui, c'est ça, presque, et parfois plusieurs par jour. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie. Et au moins, lui, c'est pas comme Greg. Alors, c'était chez lui que Greg avait accepté de parler avec moi, 2 fois de suite d'ailleurs. Mais voilà, sur la chaîne de Greg, ça, c'est apparemment trop demandé encore. Parce que Greg sait que quand il vient sur la chaîne de Melting Pot, c'est une petite audience, c'est une audience identitaire, et donc ça ne va pas toucher son audience à lui, c'est-à-dire les souverainistes. Voilà, c'est ça la dissidence. Alors, comme on parle de la dissidence, on doit parler de son père, donc Soral, qui tweet encore, là, le 6 juin, le judaïsme, voilà, pour changer, vous êtes sûr que dès qu'il s'agit de Soral, il s'agit des juifs d'une manière ou d'une autre. Donc, le judaïsme étant un racisme, si Aurore Berger veut lutter contre le racisme, qu'elle promeuve l'antisémitisme. Mais le mieux serait sans doute qu'elle aille se faire enculer. Voilà, donc là, Soral résumé en 2 punchlines débiles. Et donc, je commente, Soral essaye de faire du Céline, mais il n'en a ni le talent, ni le style. Donc, la vieillesse étant un naufrage, on va voir de plus en plus de ce genre de tweets et d'interventions du père Soral, qui va, loin de raccrocher les gants, comme je l'avais recommandé il y a déjà 10 ans, s'enfoncer de plus en plus et devenir la caricature de lui-même qu'il est déjà depuis longtemps. Alors, Myriam, très gentiment, a fait le relais pour mon livre, justement. Ils n'ont pas été nombreux pour l'instant dans la dissidence, on peut encore les compter sur les doigts d'une main. Il y a eu Teddy Boy, il y a eu donc Melting Pot, Greg qui a participé, Myriam, j'en oublie peut-être, mais je serai normalement reçu chez Zioclo dans pas longtemps pour une émission, ce qui va être intéressant, parce que lui, il connaît bien la dissidence aussi. Il l'a suivi de loin depuis longtemps et il en parle depuis 3 ans ou 4 ans. Donc j'attends sa proposition de date qui ne saurait tarder et on pourra faire ça, ça sera intéressant. D'autant que je lui ai envoyé le livre, donc à mon avis, il a eu le temps de le lire. Donc merci à Myriam pour cette promotion de mon livre, ce qui m'a permis de faire quelques ventes parce que sinon, ils n'ont pas été nombreux dans la dissidence à le faire. Mais c'est vrai que je leur taille un peu un costard, donc ça leur fait pas plaisir et c'est bien normal. Mais voilà, c'est priorité à la vérité plutôt qu'à la flatterie. Ensuite, là, vous avez quoi ?
Philippe Fabry, alors lui, voilà, je vous montre, il a fait un format flash où il reprend un de ses tweets sur les 3 Chinois qui étaient incapables de citer les responsables de LCI, qui étaient David Pujadas et ses invités. Et donc, il en déduit que la Chine n'est pas influente, voilà, puisqu'on peut citer 10 000 Américains, acteurs ou autres, mais on n'est même pas foutu de citer 3 Chinois. Alors je lui explique, Philippe, j'ai déjà essayé de t'expliquer la stratégie de la Chine, qui n'a rien à voir avec le soft power américain, mais au contraire qui joue sur la discrétion. Philippe est pas bête, mais là, ça rentre pas. Je ne sais pas pourquoi. Soit les Chinois sont vraiment trop intelligents, et ils nous manipulent, mais moi j'ai réussi à les comprendre donc, et à comprendre leur stratégie. Alors est-ce que c'est parce que j'ai fait l'école de guerre économique et Philippe Fabry a fait une école de droit? Je pense quand même que vu les sujets qu'il traite, qui sont assez complexes, il est capable, il a certainement un QI supérieur au mien, il est capable de comprendre ce que je lui explique là, mais apparemment ça rentre pas. Donc voilà, j'en remets une petite couche, mais sans grand espoir. Hein. L'infiltration, la subversion, la corruption, etc. sont les méthodes de la Chine communiste de prédilection pour dominer un pays, car ils sont communistes, alors que les Américains sont capitalistes. Ça, ils ont du mal encore à réaliser tout ça. Ce que j'explique dans le chapitre consacré à la Chine communiste et à son attaque biologique dans le livre. Comparer les deux et en conclure que les Chinois ne sont pas influents revient à faire un contresens, hein, ce qui est gênant. Voilà, mais apparemment, il répond pas. Donc tous ces gens-là, voilà, ils répondent pas quand je les. Là, j'argumente, je l'insulte pas, mais il faut croire que ça les intéresse pas. Ils sont en guerre contre l'Occident, mais une guerre hors limite qu'ils ont théorisée en 1999 dans un livre auquel tu as avoué ne rien avoir compris. C'est ça le problème, c'est que normalement, si on avoue ne rien avoir compris à quelque chose et que c'est important, on essaye de quand même s'y plonger un minimum. Je dis c'est dommage, tu devrais essayer de le relire pour comprendre, parce que là, tu passes à côté. Il passe à côté de son sujet. La Chine, c'est la 2e puissance mondiale. Donc, si on ne comprend pas la stratégie de la Chine et de l'international communiste qu'elle dirige, ben, on passe à côté quasiment de tout. Et c'est pour ça que la plupart, malheureusement, des prédictions de Philippe Fabry, qui est soi-disant inventeur d'une science de la prédiction qui s'appelle l'hystérionomie, s'il passe à côté dans son livre dont j'ai oublié le nom, mais que j'avais analysé, il a fait, je crois, 150 prédictions, il y en a une de vraie sur les 150, c'est la première sur l'Ukraine, ok, très bien, mais tous les autres sont fausses, c'est fatigant, alors que 94% des prédictions de Golitsyn se sont avérées vraies dans les 10 ans, et on est proche de 100% aujourd'hui, et bon, c'est dommage, tu devrais essayer de le relire pour le comprendre, parce que là, tu passes à côté, idem pour le Golitsyn. Ces 2 livres sont complémentaires. Si les experts sont infoutus de citer Xi Jinping, Wang Yi et Hu Jintao, c'est qu'ils sont incompétents et infiltrés au dernier degré. Pujadas, qui pose la question, a des intérêts directs avec la Chine. Ça, je l'ai démontré X fois. Sa chaîne et son groupe aussi. LCI appartient au groupe TF1 qui a un partenariat avec Huawei au point que Huawei gère leur architecture Internet. Voilà, c'est quand même pas rien. Bouygues a des contrats avec la Chine de construction. Bon, comme la plupart des médias français et comme la plupart des politiciens français de haut niveau. Étonnant, non? Voilà. Comment ça se fait que personne parle de ça? Moi, je reste sur les fesses. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas rentable d'aller à contre-courant? Oui, je peux vous le confirmer. Hein. Moi, je gagne pas bien ma vie à cause de toutes ces vérités qui m'ont plutôt isolé, mais ça reste des vérités. Donc, je continuerai à les dire quoi qu'il m'en coûte. Étonnant, non. Donc, au lieu de prétendre que la Chine est faible, essaye de tenir compte de mon travail d'enquête qui a révélé son influence gigantesque en France, en Occident et dans le monde. Ou bien, tu peux continuer de nier le réel, de te complaire dans une vision simpliste et ethnocentrée du soft power. Parce que là, franchement, c'est pas normal. Il y a des choses qui m'échappent parce que c'est ma personne vraiment qui est trop... je sais pas, je veux bien tout prendre et être responsable de tout, mais au bout d'un moment, on peut faire les comptes. Et l'un des buts de mon livre, hein, Les 20 ans de la distance, pour ceux qui l'ont lu, d'ailleurs, tous les commentaires sont positifs, hein, 5 étoiles. Il y a 4 commentaires maintenant. Eh bien, ils ont tous dit que c'était très bien. Bon. Alors, moi, de mon côté, j'essaye justement de développer ma nouvelle dissidence et donner l'exemple. Donc, là, par exemple, j'ai donné mon sang, voilà, comme je l'avais prédit, et je l'ai dit, et je l'ai annoncé, donc je l'ai fait. Voilà, ça c'est important, je pense. Donc, je me suis filmé, ou plutôt mon fils m'a filmé, parce qu'il m'a accompagné, je voulais lui montrer ce que ça représente. J'ai donné mon sang. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même pour sauver des vies, surtout si vous êtes patriote français, comme Simon Mousse, par exemple, qui est peut-être le français dont je me sens le plus proche au niveau intellectuel. Voilà, c'est un libéral conservateur, bon teint, qui a bien compris les forces en puissance. Alors, il ne parle pas trop de la Chine communiste pour l'instant,
Il parle beaucoup d'Israël parce qu'il est d'origine juive, mais il est très pro-américain. Là, il était au débarquement pour la commémoration du 6 juin, et je l'ai félicité pour ça. Il y a pas mal de conditions à remplir, donc consultez-les avant de vous rendre au centre de transfusion sanguine. Craig Tabibian, tu peux donner ton sang malgré tes tatouages, il faut juste ne pas avoir été tatoué ces 2 derniers mois. Parce que quand je lui en avais parlé lors de l'émission avec Melting Pot, il m'avait dit « Ah bah non, moi je suis tatoué, donc je peux pas ». En fait, il ne faut pas être tatoué depuis 2 mois. Donc ça va, je tag d'autres personnalités de la dissidence pour qu'elles fassent de même et qu'elles publient leurs propres vidéos. Julien Rochdy a écrit un texte sur les castrats de la dissidence qui sont impuissants et trop dans le virtuel. Donc cela ne devrait pas lui poser de problème de donner son sang. Alors j'écrivais ça de manière un peu provocante, mais en même temps, il y a une part de réalité. C'est-à-dire, si on est patriote, on va donner son sang et on le montre. Et on se montre, on est des personnalités publiques, voilà. C'est pour ça que je me suis filmé en train de donner mon sang et d'expliquer qu'il fallait le faire. Donc Julien Rochdy, qui a écrit ce texte, pourrait suivre mon exemple. Donc je l'ai tagué là, je lui ai envoyé ce message en privé. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Donc on verra, on n'est que le 13 juin. Et on peut avoir des surprises. La journée mondiale du don, c'est demain, du don de sang. Enfin, donc c'est au moment où vous regardez cette vidéo, c'est au moment où je publie cette vidéo, plus précisément, le 14 juin. J'enregistre le 13, ici en Polynésie, on est déjà le 14 chez vous. Et donc, on verra. Mais malheureusement, j'ai peu d'espoir, parce que voilà. Alors, il faut du temps, etc., mais j'espère que les choses vont changer. Je pense aussi que le Melting Pot et Lorenzo Simon, avec qui j'en ai parlé récemment dans un live, dont je vous ai parlé, seront motivés, sans oublier Teddy Boy RSA, Myriam Palomba. Alors là, je les tag un peu tous, pas tous, mais enfin beaucoup dont je parle dans le livre. Cro-Blanc, des chrétiens, donc là, ça devrait être des catholiques, normalement, on est jugé par nos œuvres, hein, donc Teddy Enrouli, Franck Abed, qui est le seul à avoir répondu à ce tweet en disant que c'était une très bonne initiative. Après, on verra s'il le fait lui-même. Djongo, Ordo, ça, je sais pas qui c'est. Ah bah c'est Amalek, voilà, qui est catholique, sans oublier Psyodélique, les souverainistes comme Pierre-Yves Rougiron, Juste Milieu, Florian Philippot, Asselineau, Murer, Dupont-Aignan, enfin je pense à Étienne Chouard, Salim Laibi, Lucien Cerise, Vincent Lapierre, Youssef Indy, et à d'autres que j'oublie, mais que vous pourrez taguer dans les commentaires, à vous de jouer les gars et les filles. Donc là il ne s'agit pas d'être d'accord idéologiquement, mais d'être d'accord sur la vie. Voilà. Est-ce qu'on veut la vie? Donc là on le montre, et on donne de soi, vous voyez, on agit. On n'est pas dans le virtuel. Donc ça, c'est la dissidence, pour moi, d'avenir, alors que la dissidence passée, c'est celle qui blablate. Voilà. Donc là, est-ce qu'on va donner son sang? Et moi, tous les commentaires que j'ai eus, c'est jamais... Enfin là, excellente initiative, pardon, mais sur Facebook, en tout cas, c'est jamais, depuis la pandémie... voilà. Alors certains me disent, ton sang de non-vacciné vaut de l'or, tu ne devrais pas le donner, donc c'est ridicule. Et d'autres m'expliquent que ce sang est utilisé pour des cérémonies satanistes, et donc il est hors de question de donner son sang. Bon. Donc, en fait, quand vous parlez avec des gens qui sont des gens qui sont payés pour ça, mais qui sont quand même pas bénévoles, vous voyez, ils sont payés pour ça, mais voilà, ils passent leur vie à s'occuper du sang pour les gens qui en ont besoin, et donc il vous explique que ça sert à des cancéreux, ça sert... Donc même Conversano devrait pousser tout ça. Là, je ne l'ai pas cité parce que lui-même ne peut pas donner son sang, mais il pourrait inciter les gens à donner leur sang puisque lui-même en profite et en bénéficie. Il vient se faire soigner en France alors qu'il l'a quitté théoriquement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais parler de lui juste après, justement. Et donc, le médecin-chef m'a expliqué que le sang servait donc aux cancéreux, aux femmes enceintes qui accouchent et qui perdent beaucoup de sang, notamment les césariennes, aux accidentés, et donc prétendent que ça servirait à des cérémonies satanistes ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a vraiment besoin de sang. En plus, il y a 4 résus, donc B, AB, O et A. Et donc, on a besoin de tous les types de sang. Si il y a un grand accident et que, voilà, ici, par exemple, il y a moins de B, moi, je suis B négatif, et le médecin me disait, si, on a besoin de B négatif aussi, hein, et on a besoin de B en général. Sinon, je suis obligé de taper dans mon stock de O, qui est le donneur universel. Donc, il ne faut pas croire que ça ne vous concerne pas. Comme je le dis dans la vidéo, on peut sauver 3 vies avec les plaquettes, le plasma et les globules rouges, qui peuvent être donnés à 3 personnes différentes, hein, ou à la même personne si elle a vraiment beaucoup besoin de sang. Et quand on est accidenté,
et ça nous arrive tous, ou ça peut nous arriver, ou à nos proches. Enfin, c'est de la folie, à mon avis, de ne pas donner son sang, surtout si en plus on se dit chrétien, et que là, le sang c'est la vie. On a l'exemple de Jésus qui donne son sang pour sauver le monde. Ça devrait nous suffire pour comprendre l'importance du geste. C'est pour ça que j'ai tenu à le faire, et j'en ferai d'autres de ce genre d'action que je mettrai en avant, pour inciter d'autres gens à le faire aussi. Je pense que c'est ça notre responsabilité de véritable dissident, c'est de montrer l'exemple et d'être inattaquable et de dire aux autres, vous m'attaquez là-dessus, est-ce que vous avez donné votre sang par exemple? Non, bon vous attendez quoi? Ensuite, Daniel Conversano, donc, qui a fait un tweet dégueulasse, je trouve, alors que son cancer, c'est triste, mais ça devrait lui faire réaliser un certain nombre de choses. Eh bien non, là, vous voyez, Covid-26, multiplication de noirs aux quatre coins du monde, donc il reste sur son racisme et il augmente plus, il se rapproche de la fin, et on ne lui souhaite pas, bien sûr, mais malheureusement, il est en traitement lourd pour un cancer de stade 4, et donc ça devrait lui faire réaliser certaines choses. Et bien là, il dit à la fin donc, que les gens intelligents et qui se taisent habituellement trouvent du courage. L'Afrique est notre plus gros problème, il faut le dire. Mon plus grand rêve est de ne plus jamais croiser un noir de ma vie. Donc son plus grand rêve, c'est pas de guérir de son cancer, c'est de ne plus jamais croiser un noir de sa vie. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, les gens... Alors peut-être Dieu le laisse à ses péchés pour que effectivement il montre une image de lui qui est celle-là. Quand on est en très mauvaise condition physique et de santé, normalement on attendrait peut-être autre chose de quelqu'un que du fait qu'il s'enferme comme ça dans une haine absolue des autres, du fait de leur couleur de peau, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, je finis par Baptiste Marchais, donc le ancien collègue de Papacito et Rochdy, mais Papacito a pris ses distances avec lui. Alors, lui, il est parti au Texas, si vous aviez raté ça, et donc maintenant, il s'habille comme un Texan, il vit comme un Texan, bon, il parle encore comme un Français qui parle anglais, c'est-à-dire mal, mais là, il a fait une émission, il était interviewé par je ne sais quel influenceur américain ou émission américaine, et donc il dit « Je vous en supplie, ne laissez jamais ce que vous avez ici devenir ce que j'ai fui. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est aussi mon pays, et je ne veux pas le perdre. » Donc il parle, à votre avis, de quoi? Eh bien, de l'immigration, évidemment, que les États-Unis seraient envahis. Voilà, contexte. Invité à s'exprimer dans une émission conservatrice américaine pour analyser les conséquences du socialisme en Europe, Baptiste Marchais a profité de cette tribune pour s'adresser directement au public américain. Au cours de son intervention, il a tenu à leur délivrer un message émouvant concernant la liberté d'expression. Sauf que il pleure comme une madeleine, ce qui n'est pas le comble de la virilité, en parlant de tout ça, et c'est un peu ridicule. Alors, ça a été beaucoup commenté, cringe, malaise, malaisant, etc. Donc je pense que ces virilistes-là ont un problème de virilité, justement. Et Papacito qui renie sa nationalité, Baptiste Marchais qui chiale pour défendre son pays, les États-Unis. Donc voilà, là, la France n'existe plus pour ces gens-là. Elle leur a tout donné, mais ils la quittent et ils crachent dessus derrière. Eh bien, ça fait plaisir, les gars, merci beaucoup. Il ne reste plus que Julien Rochdy sur les 3 mousquetaires du virilisme. Donc j'ai commencé avec Julien Rochdy, je finis avec lui. J'analyse tout ça dans mon livre, Les 20 ans de la dissidence. Voilà, pour ce tour non exhaustif de la dissidence ces derniers jours, ces dernières semaines, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose d'important que j'aurais raté. Et pour les 20 dernières années, eh bien, vous pouvez retrouver ce livre qui marquera, alors il faudra du temps pour qu'il s'installe dans le paysage, mais c'est le seul, et comme je l'ai souvent dit, il sera la référence pour savoir ce qu'il s'est passé tout simplement, parce qu'il n'y en a pas d'autres, et en plus j'ai fait un très bon boulot, il y a plus de 870 notes de bas de page, 572 pages maintenant, puisque j'ai mis à jour notamment Zioclo, par exemple, qui m'a dit « mais moi j'ai jamais été apostat de l'islam », donc je l'ai corrigé, et donc c'est une version tout à fait à jour, qui s'arrête fin avril 2026, mais qui vous permettra d'en savoir plus sur ce mouvement si ça vous intéresse. Donc tous les détails sont en description. Merci pour votre attention, portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.